Salut à tous, c'est Luc et bienvenue dans la virgule, le SAV de retour vers le turfu. Le mini-zode qui fait un peu le pont entre deux épisodes de RVLT. C'est parti, on va commencer avec le film du mois d'octobre. Tron Legacy sera le film d'octobre 2019 de RVLT pour ce numéro 44, donc Tron l'héritage dans son titre son titre français, titre original Tron Legacy, réalisé par Joseph Kosinski qu'on connaît aussi également pour le film Oblivion avec Tom Cruise, production de Walt Disney, avec au casting on retrouve Jeff Bridges, Garrett Hedlund, Olivia Wilde et Michael Sheen, et tout ça sous une musique exceptionnelle de Daft Punk dont l'OST est quand même excessivement bien et on le compte aussi comme un album de Daft Punk. Parce que vu qu'ils en sortent tous les 8 ans, c'est gros con. Alors moi je l'ai vu au cinéma en 3D à l'époque, c'était pas ouf. C'était vraiment pas ouf. Visuellement ça envoyait, mais c'est vrai qu'en fait finalement, maintenant si je dois vous dire en fait qu'est-ce que je pense de Tron, là avant de faire le RVLT, parce que je l'ai pas encore revu, là j'ai le Blu-ray mais j'ai pas encore revu. Je dirais que c'est un film oubliable quoi, peut-être technologiquement il y avait des trucs vraiment cool parce que c'était assez avancé quand même, le film était quand même ambitieux, c'est un projet aussi qui a pris des plombs à être fait, différents reports, j'imagine bien qu'il y a eu plusieurs réalisateurs, Joseph Kosinski lui il est arrivé un petit peu je pense comme un cheveu sur la soupe, hein. Il est pas forcément l'initiateur du projet, donc c'est un film industriel, hein. C'est un film que Disney voulait faire parce qu'on était un petit peu aussi dans le début de la vibe du revival 80 quoi. Forcément Tron c'était le film original était un film une pierre angulaire quoi de la pop culture des années 80, même s'il n'a pas cartonné, ce film a quand même marqué les esprits. Mais Tron Legacy lui non, c'est un film oubliable, c'est pas forcément un bon casting non plus. Je pense à Garrett Hedlund, je pense que c'était vraiment le pire choix qu'il fallait faire pour le casting principal du film. Il est vraiment oubliable, il jouait comme une patate. C'est ça, ça m'a marqué. Et pourtant, en 2011, j'étais pas forcément très très regardant sur le cinéma et j'avais capté qu'il jouait quand même vraiment comme une patate. Donc c'était quand même un peu abusé. Olivia Wilde, voilà, Olivia Wilde, hein, c'est une bonne actrice, mais surtout une excellente réalisatrice. Elle a fait Booksmart cette année sur Netflix, que je vous conseille de regarder. C'est quand même un très très bon film. Après, Jeff Bridges égal à lui-même, quoi. Enfin, c'est un acteur des années 80 qui a fait sa carrière depuis là. Et voilà, là dans le film il est en 2 fois en fait, c'est la première fois, alors c'est quand même un film assez impressionnant parce que c'est la première fois qu'un acteur donne la réplique à sa doublure en fait. Même que ce soit numériquement rajeuni, on s'en fout, c'est vraiment le premier film en fait où un acteur donne la réplique à sa doublure en fait numérique, et ça c'était le premier film à le faire. Après il y en a eu plusieurs qui ont fait un petit peu le même truc, pas trop mal. On a Legend avec Tom Hardy en 2 fois, mais ce Legend c'était un film de merde. Et récemment, alors il y a une série justement, The Juice, c'est le showrunner, c'est le mec qui avait fait The Warrior, ou Sur écoute en français. Il y a dans cette série, il y a 2 James Franco. James Franco joue en fait un rôle, et le frangin jumeau. Il y en a un qui est con, qui est un peu teubé, qui fait des magouilles de merde, et l'autre qui tient un bar. C'est une excellente série The Juice d'ailleurs, une série HBO qui est vraiment sympa, et j'espère qu'elle va bientôt se finir, comme ça on va pouvoir en parler dans le début de la fin, mais c'est pareil, il y a aussi ce doublure là numérique et ça sent qu'il s'amuse en fait à le faire, et c'est vraiment cool. Mais voilà, il y en a plein d'exemples là, comme ça qui sont bien sympathiques. Après bon, Tron Legacy, on verra, voilà, je développerai un peu plus sur le RVLT 44. Bien sûr, vous, auditeurs, vous avez jusqu'au mardi 8 octobre pour envoyer votre critique du film, donc soit en écrit ou en audio. Vous pouvez le faire aussi en enregistrement sur votre portable ou envoyer par mail, et c'est bon, on le fait passer dans l'émission, il n'y a pas de problème quoi. Sur rvturfur@gmail.com, voilà, ça c'est l'adresse pour envoyer vos critiques, ou même sur Twitter, hein, sur le mode par message privé. Il y en a beaucoup qui le font, Arthur Froment, Stéphane Fougna, ils le font pas mal sur Twitter en message privé. Vraiment, si vous savez pas écrire, il y a l'audio, hein, vous prenez le microphone sur votre téléphone, vous l'envoyez quoi. Vraiment votre avis, ou si vous avez un truc vraiment particulier à dire. Et même également, je
vais essayer un peu de développer aussi une côté courrier des lecteurs sur la virgule. Donc si vous avez des choses à dire, des réactions, par exemple sur l'épisode, vous écoutez et que vous dites mais putain de merde, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, voilà, vous pouvez aussi nous envoyer des lettres ou des enregistrements audio, comme ça je pourrais aussi vous répondre en fait directement. Ce sera beaucoup plus sympa je pense que de le faire que via Twitter, qui est un très enfin, c'est un mur quoi, c'est la merde, il n'y a pas de communication sur Twitter. Et après, pour regarder le film, il est dispo sur Amazon, pas trop cher, hein, 14,99 je crois le Blu-ray, qui est pas trop mal avec des bonus qui peuvent être intéressants à regarder. Et c'est dispo, alors, en VOD chez Orange, Canal VOD et TF1 Vidéo. Mais le prenez pas sur TF1 Vidéo parce que je crois que la location, alors je crois que c'est l'achat, il y a que l'achat du film et c'est 14,99, mais sur TF1 VOD quoi. Une plateforme de merde, donc plutôt en location chez Canal VOD ou Orange. Canal VOD c'est disponible sur Free, donc sur votre Freebox on peut le regarder facilement, et sur la box d'Orange en fait directement aussi quoi. Et voilà, moi je pense qu'on a c'est tout dit. Donc le mardi 8 octobre, vous envoyez votre critique et on va pouvoir le mettre dans le courrier des Durandos. Début de la fin, El Debuto del Fino. Ouais, bon, j'ai fait le V2 allemand, hein, j'essaye de faire ce que je peux. Le début de la fin, donc notre nouveau podcast, production RVLT, donc avec toute une nouvelle équipe hein, de ce côté-là. Donc le podcast, en gros, le concept complètement con mais efficace. En fait, on parle de série en ne regardant que le premier et le dernier épisode, bien sûr. Il n'y a pas tout le monde qui le fait, il y a une équipe, ça se compose généralement en 2 versus 2, ça veut dire qu'il y en a 2 qui l'ont vu et 2 qui sont complètement cons et qui vous regardent que le premier et le dernier. Et là il y a un échange là-dessus avec différentes chroniques, tout ça, ça dure 1 heure maximum. Si je refais le point, on a fait Game of Thrones, Friends, Neon Genesis Evangelion, on a fait Breaking Bad et les filles d'à côté. Donc si vous êtes auditeur d'RVLT et que ça vous manque de nous avoir qu'une fois par mois, il y a le début de la fin qui peut vous permettre justement de combler un petit peu ce vide de production d'RVLT. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui s'arrêtent sur le concept parce que c'est vrai que ça spoil beaucoup, mais en soi, est-ce que finalement le spoil est vraiment une barrière quoi. Ça veut dire que si vous êtes spoilé par un film ou une série, est-ce que finalement la série et le film perdent son intérêt? Moi je suis vraiment dans la team vraiment pas d'accord. Si vraiment votre film tient sur le spoil, sur le twist final ou un truc comme ça, là c'est vraiment de la merde. C'est peut-être une question qu'il faut se poser. Est-ce que finalement le spoil vous nique tout? Je crois pas. Moi justement le début de la fin prouve que même en spoilant comme un gros bâtard, parce que à la fin de chaque émission en fait on demande aux cobayes, même si on était spoilé tout ça, on a parlé de la série, du making of, mais aussi de ce qui se passe, est-ce que avec ce qu'on vous raconte, est-ce que finalement vous regarderez la série? Et ça c'est une question très importante parce que ça marche à tous les coups. Généralement pour Breaking Bad par exemple, on a raconté la série, les gros points. Et finalement, ceux qui ne l'ont pas vu, qui ont vu que le premier et le dernier, se disent bah effectivement, en fait, finalement, je suis intrigué parce que cette série a l'air quand même sacrément bonne, quoi. Et voilà. Même si vous n'avez pas vu la série, par exemple, Neon Genesis Evangelion ou Breaking Bad, écoutez quand même le début de la fin parce que je pense que c'est le meilleur moyen de vendre une série, en fait. Même si on n'est pas forcément tous d'accord dans l'émission à dire que, par exemple, Evangelion, une bonne série ou pas, je trouve que c'est une série vraiment pas ouf, quoi. Surtout, bah, c'est une fiction animée à japonais qui est bonne dans son design. Je trouve que le design est vraiment incroyable, mais par contre ce qui se passe, rien à foutre quoi. Enfin, c'est pompage un peu de 2001 d'Odyssée de l'espace, mais au moins bien quoi. Donc bon, c'est pas terrible quoi. Mais je pense que c'est une très bonne expérience à faire. Si vous n'avez pas encore écouté le début de la fin, bien sûr, si vous avez déjà écouté le début de la fin, vous êtes un auditoire merveilleux. Et d'ailleurs sur le début de la fin, hein, si vous voulez proposer votre série qu'on fait, parce que généralement tous les 5 numéros on va essayer de faire un épisode auditeur, quoi, vraiment le choix de l'auditeur. Si vous avez une série que vous voulez qu'on fasse, donc 5 étoiles sur Apple Podcast, vous mettez un commentaire avec le nom de la série que vous voulez qu'on se tape. Voilà, ne soyez pas trop méchants hein, sur les séries s'il vous plaît. Hein. Bon, déjà en tête normalement c'est Lost, mais si vous voulez par exemple très rapidement qu'on parle de Twin Peaks, de Battlestar Galactica, Six Feet Under aussi qui est beaucoup demandé, Dexter aussi. Voilà, n'hésitez pas à pousser le vote et à voter sur la page Apple Podcast de l'émission. Alors là, je vais vous parler d'un truc un peu particulier. Ah, c'est un petit peu un mise au point ou un petit peu un espèce de je nique vos races. Concrètement, RVLT, ça se passe très bien. On a généralement des bons échanges avec nos auditeurs, tout ça, il n'y a pas de problème. Même si on a un petit auditoire, on est généralement entre 5000 écoutes par mois, quoi, en gros moyenne, quoi. Le truc, c'est que
effectivement notre auditoire est plutôt cool, donc on a des bons échanges, tout ça. Mais par contre, effectivement, il y a certains, et ça arrive assez régulièrement. Je vais raconter une petite histoire, si vous voulez bien. En fait, généralement, sur Twitter, en fait, la page de RVLT et début la fin est gérée par moi, en fait. Alors, généralement, je reçois les messages privés, c'est moi qui les traite, tout ça. Et il y en a un, il m'a fait un peu rire, mais en même temps la rage un petit peu, parce que j'ai dit, putain, c'est pas possible d'avoir des gens comme ça. Un mec qui m'envoie un message privé sur le début la fin, qui me dit, ouais, c'est un très bon podcast, mais... Voilà, je suis pas raciste, mais je suis pas homophobe, mais voilà, c'est le genre de truc où déjà on sent que ça va partir en couille. Il me fait, mais je pense que finalement le début de la fin c'est bien, mais voilà, faudra peut-être pas mettre trop en avant ceux qui n'ont pas vu la série, parce que dire que Friends c'est pas terrible et que c'est moins bien que How I Met Your Mother, c'est pas très cool. Vous voyez un peu le genre de délire un petit peu, voilà. Parce que dans le début de la fin, on est quand même un spectre assez large, hein. On est entre 40 ans et 19 ans, quoi. Donc on a différents types de personnes, différentes personnes qui vivent les choses différemment, qui ont un ressenti différent. Donc, forcément, Friends, même moi, je suis pas, quoi, j'en ai rien à branler de cette série. Et le truc, c'est que le mec n'était pas d'accord, enfin, il était pas d'accord, chacun son avis. Mais il cassait un peu les couilles, il disait, ouais, puis les erreurs là, waouh, trop ouf, voilà, faudrait dû avoir une page Wikipédia, quoi. Là, mais le truc, putain, bande d'enfoirés, quoi. Avec un podcast, ça se fait avec une page Wikipédia, putain. Et voilà, déjà le mec il m'a fait ouais, ok merci. Et puis le genre de mec en plus qui raconte, qui dit ouais bientôt moi je vais lancer mon podcast. Et mec, je l'écouterai même pas ton putain de podcast parce que ça m'a l'air d'être un truc de merde mon gars. Et cet enfoiré qui a un profil Twitter assez particulier, parce que en description en fait c'est marqué je me sens comme un puceau dans une partouze. Waouh, j'ai lu ça, je fais ok, d'accord. Bon déjà c'est quelqu'un de très intelligent forcément, quelqu'un qui a fait des études assez poussées, quelqu'un qui a quand même je pense très sincèrement un cerveau très développé, peut-être trop pour nous, nous qui sont peut-être finalement que des mange-merdes en fait finalement. Et ce mec en fait a envoyé aussi sur Twitter un message privé sur la page de RVLT. Et là c'est déjà je doutais qu'il était pas très malin, mais là il était quand même vraiment pas malin. Il met en fait en gros ouais, j'ai écouté l'épisode sur Predator, vous êtes dit que c'est un navet, que c'est pas enfin c'est de la merde. Franchement, pour un podcast des années 80, vous êtes vraiment nul à chier, quoi. Je vous baise. Voilà, en gros, c'est ça les mots. Le truc, c'est que ce qui m'a choqué, c'est que alors déjà, on n'est pas un podcast des années 80. D'ailleurs, je déteste les années 80, donc je ne ferai pas un podcast sur les années 80. Je déteste cette période. Et le truc, c'est que le mec, en plus, il vient de dire que votre avis, c'est de la merde, forcément. Que si vous n'aimez pas Predator, forcément, votre podcast, c'est la merde. Et là, ça m'arrive à un truc où j'ai envie de développer. Parce que, bon, déjà, ce genre de mec, finalement, je prends pas trop. Normalement, j'en prends vraiment pas trop attention. C'est le genre de mec, ils ont pas de vie, pas d'amis, mais par contre, putain, ils ont un avis, quoi. Il y en a plein sur Twitter, vous regardez tous les cinéphiles qui se branlent la nouille à chaque fois quand ils parlent de Sam Raimi pour les Spider-Man ou tout. Ça, c'est le genre de truc où je fais, oh putain, c'est bon, ta gueule, et casse-toi. Finalement, RVLT, en soi, Retour à la Chaussure, comment on le produit, c'est un petit peu dans cette optique de, bah, les gars, on va peut-être faire autre chose que de parler. D'entendre la même chose que vous entendez depuis 10 ans, 15 ans dans les médias ou dans les médias alternatifs, soit des podcasts, soit des magazines ou des trucs comme ça, ou des blogs. Nous en fait, dans la recherche, en fait, ce que là on a établi un petit peu, c'est chaque mois on fait un film, donc on revient finalement sur la pop culture, enfin vous connaissez l'émission si vous nous écoutez déjà, mais le truc c'est que voilà, on est un spectre assez large, comme dans le début de la fin, on a des opinions politiques différentes, un ressenti différent, nous, on préfère le cinéma différemment chacun. Peut-être moi, c'est plus les films d'auteur que je suis plus fan, enfin, bizarrement. Hein, entre les films d'action, films d'horreur et les films d'auteur, j'aime beaucoup. J'adore le cinéma français d'ailleurs. C'est complètement con, mais j'adore le cinéma français. Et d'autres personnes détestent ce que j'aime en fait. D'où à chaque fois le point David Lynch pour faire chier ceux qui n'aiment pas David Lynch, quoi. Et je pense que c'est très important en fait de garder cette optique de pluralité en fait des avis. Pour moi, un avis se vaut en fait. Enfin, chaque avis se vaut. Chaque opinion se vaut. Bien sûr, objectivement, il y en a qui sont plus établis que d'autres parce que plus argumentés, donc forcément beaucoup plus palpables en fait. Mais RVLT, en fait, le podcast qu'on fait tous les mois, en plus, on essaie de vous amener en fait à justement à réagir sur des films, quoi, des Durandos, tout ça. C'est vraiment une espèce de, on essaye de en fait que le film ce soit objectivement le plus, enfin, où il y a le spectre de critique le plus différent. On le voit pour le Tout Feu Tout Flamme. Heureusement qu'on a David qui a 44 ans, parce que si on était tombé dessus avec que des millennials de merde, bah forcément on aurait chié dessus tout le temps, donc ça aurait pas été forcément fun.
et d'avoir quelqu'un qui a l'expérience, qui a vécu la période 70, 80, 90, parce que nous, généralement, on est tous nés, à part David, on est tous nés quasiment dans les années 90, quoi, 92, 93, quoi. Donc on n'a pas forcément le même ressenti, on a connu la génération Pokémon, lui il l'a pas connu, donc il y a plein de trucs qui peuvent changer, et justement dans Tout Feu Tout Flamme, le fait qu'il défende son film avec de bons arguments en plus, hein. Nous on était plutôt de mauvaise foi avec le coup de Michel Berger, enfin, faut pas déconner, Michel Berger là-dessus il a chié vraiment sur le clavier, quoi. Mais d'avoir quelqu'un qui vous pense différemment, voilà, je trouve ça intéressant, et puis quand on voit par exemple JB qui apprécie autant l'expérience de 2001 l'Odyssée de l'espace que Camping, même si j'ai envie de le frapper, le latter la gueule, j'aime avoir des gens autour de cette table qui ont des avis différents. Et de voir des gens qui, en fait, critiquent la qualité du podcast au travers de ce qu'on raconte, bah va niquer ta mère, quoi. Va niquer ta mère. Reste dans ton Predator de merde. Après, pour le cas Predator, il y a Elsa qui avait pas aimé, ok, c'est un fait, elle a le droit. D'autres ont pas compris le délire au début parodique et puis après qui se font démolir un par un et à la fin en fait Schwarzy devient la nature et détruit en fait l'envahisseur. C'est un film un peu comme ça en fait, mais c'est vrai qu'en fait il a le problème des rythmes des années 80, c'est très très chiant quoi. Enfin c'est vraiment un truc de boulet quoi. On a tous dit différemment les choses, il est en bas du classement mais on s'en fout quoi parce que c'est pour nous Predator ne vaut pas vaut autant qu'High School Musical finalement pratiquement quoi. On s'en bat les couilles en fait. C'est surtout cette question là que je me suis posée, mais pourquoi un film comme Predator, si tu l'aimes pas, forcément t'es pas un cinéphile? C'est une question que je me pose parce qu'il y a beaucoup de trucs, vous voyez sur Twitter des fois, c'est un petit peu le festival où les gens se confrontent en disant ouais mais alors toi si t'as pas vu Romer ou Jean-Luc Godard, tu te dis cinéphile mais t'es vraiment une grosse merde. Si quelqu'un a un avis qui est développé, argumenté, même s'il a pas des fondements de ouf de cinéphile, je trouve que c'est quand même très intéressant à écouter. Même si, effectivement, c'est pas forcément dingue, parce que, bah ouais, t'as des lacunes, mais si t'as un argument développé et que tu peux être intéressant, c'est nickel. Enfin, moi, là, ce message-là m'a quand même vraiment cassé les couilles. Il a réussi à me faire chier, c'est ça qui est assez dingue. Et voilà, je pense que la mise au point est finie, mais ça m'a ouvert un peu les yeux là-dessus. Et je trouve ça... En fait, je le remercie presque d'avoir envoyé ce message à la con. Mais c'est une question super intéressante qui a réussi à soulever. J'adore parler, j'adore le podcast. Je voulais faire aussi autre chose en plus avec la virgule pour essayer de faire peut-être varier un petit peu les plaisirs. Et là j'ai essayé de faire plusieurs rubriques en fait, essayer de faire votre agenda culturel d'octobre 2019. Je vais commencer avec le cinéma. J'ai vu en avant-première, c'est un film qui va sortir le 29 octobre il me semble. C'est Play d'Anthony Marciano avec Max Boublil et Alice Diaz. Comédie française dramatique un petit peu, avec un gros feeling années 90. Alors là on commence, et là vous le sentez qu'on commence à revenir un petit peu. On a fini avec les années 80, le revival 80. Enfin, bordel, et on revient sur maintenant un revival années 90 en disant putain mais c'était cool l'époque et tout. C'est pas plus mauvais que les années 80 finalement, mais ça va changer un petit peu. Et là, Play en fait prend on va dire un sens un peu nouveau dans la comédie française, parce qu'il va essayer de mélanger le found footage et la comédie française. Play, c'est l'histoire de Max, qui est amoureuse d'une fille qui s'appelle Alice ou Emma, je sais plus s'ils l'ont gardé son nom à Alice. Et ils sont amoureux, mais Max n'a jamais franchi le pas quand il l'a rencontré au collège et il tombe amoureux depuis tout ce temps. Max en fait va regarder sa vie parce qu'il aime beaucoup filmer. Alors ça c'est très difficile d'expliquer pourquoi un personnage va filmer toute une vie. Parce que déjà dans les found footage, déjà c'est compliqué d'essayer de justifier pourquoi un personnage tient la caméra alors que c'est le bordel à côté. Vous voyez le cas Cloverfield ou pas Paranormal Activity, parce que c'est plutôt bien justifié dans le film, mais Blair Witch, ça c'est le genre de truc où j'ai regardé, mais pourquoi putain de ta race, tu as une caméra, c'est complètement dur. Et là Play en fait rate et en même temps réussit un peu le cas, c'est que Max Boublil est considéré un petit peu dans le film comme un mec bizarre, différent en fait. Quelqu'un qui est très fan de cinéma et qui est aussi... qui aime beaucoup la caméra, et il filme beaucoup ces moments, fait un peu une analogie en disant que le spectateur et lui sont un peu des personnes qui n'ont pas beaucoup, qui sont non pas acteurs mais spectateurs un peu de leur vie. C'est un petit peu tiré par les cheveux peut-être mon interprétation, mais ils ont réussi un peu à le justifier comme ça. C'est un bon film pour moi, et allez le voir, c'est tout. Voilà, y a pas d'autre chose. Après pour les sorties, les autres sorties d'octobre 2019, alors je trouve qu'octobre 2019 quand même, ce mois-ci il y a quand même pas mal de trucs. Alors il y a deux gros caca, je vais déjà les évacuer. Il y a La Vérité si je mens, les débuts. Je déteste La Vérité si je mens et j'irai pas voir ce film de merde, les débuts. Je peux pas, c'est vraiment le genre de film que j'arrive pas moi. Et il y a aussi Terminator Dark Fate. Alors c'est pareil, Terminator on l'a oublié depuis le 3 quoi. Je les ai tous vus après le reste, hein. J'ai vu Genesis aussi le dernier là, qui est vraiment... Waouh.
putain quoi, c'est c'est un film à voir quand même pour dire mais putain mais ils sont partis où quoi. C'est vraiment un truc tiré par les cheveux à fond quoi. Le Terminator Dark Fate, ils ont dit bon alors oubliez Terminator 3, Terminator mes couilles et Terminator Genesis. Là Terminator Dark Fate en fait c'est en gros la suite directe de Terminator 2. En gros ils se sont dit voilà oubliez tout, un peu comme le reboot d'Halloween l'année dernière. C'est réalisé par Tim Miller donc Deadpool qui est pas forcément un bon film, enfin moi j'ai pas vraiment aimé l'expérience. Bon voilà, je pense qu'il faut plutôt être parti dans le sens de la déception plutôt que de la surprise. Sachant que Terminator je pense que c'est fini depuis 92. Donc voilà, enfin franchement ça va être une grosse merde. Et après par contre dans le niveau sortie, bonne sortie, ou enfin du moins je pense qu'on va être difficile d'être déçu. Joker de Todd Phillips. Joker, je l'attends, je pense que ça va être un excellent putain de film. Y a pas de raison que ça foire. Il y a aussi Queens. Queens, c'est un film particulier. C'est un film qui a extrêmement cartonné aux États-Unis le mois dernier. C'est un film avec Jennifer Lopez et quelques meufs qui font des braquages. Et ça m'a l'air plutôt pas mal. J'ai vu la bande-annonce, ça m'a l'air plutôt intriguant comme film. Pas mal de, je pense, c'est un film qui est sous la mouvance du MeToo. Je pense que ça peut être un film assez intéressant. J'ai envie de le voir. Donc on verra pour le coup. Après, il y a Sorry We Miss You de Ken Loach. J'adore Ken Loach. J'adore les comédies. Enfin, les comédies. Disons les films dramatiques sociales. Et surtout les films sociaux anglais qui sont traités de façon très. Ils ont une flegme, ces anglais, putain. Quand ils te traitent d'un truc, c'est vraiment chaud, quoi. Il y en a plein de films anglais qui sont vraiment cool de drame. Et Ken Loach, il en a fait des tonnes. Son dernier. Moi, Daniel Blake, qui est un film putain qui est sorti en 2016, qui était j'ai chialé quoi. C'est un film vraiment social qui montre en fait les dérives, enfin pas les dérives, mais disons que les problématiques de la société anglaise qui peut s'appliquer un peu à nous, hein, parce qu'il y a toute une partie du film qui se passe un peu l'emploi. Ken Loach montre le personnage de Daniel Blake en fait essayer de récupérer ses acédiques parce qu'il s'est fait griller par une question d'une connasse froide et mécanique de l'administration qui lui a fait perdre en fait sa pension et c'est un film putain mais c'est impressionnant quoi. On sent vraiment le film qui dénonce un peu les dérives de ce qu'on pourrait améliorer en fait dans notre société. Sorry We Miss You, j'ai lu un petit peu de quoi ça parle. Je pense que c'est un film qui va continuer dans cette lancée de social. Et ça va être, je pense que je vais encore chialer comme une grosse merde, mais ça va être un film assez excellent. Il y a aussi Hors Norme de Eric Toledano et Olivier Nakache. Alors lui c'est un petit peu entre grosse merde et surprise parce que j'imagine que, enfin je sais pas trop quoi m'attendre parce que depuis Intouchable, je crois qu'ils avaient fait un film avec Omar Sy mais je l'ai pas vu. Je préfère être dans les bonnes surprises parce qu'il y a quand même Reda Kateb et Vincent Cassel qui sont deux têtes du cinéma français qui sont vraiment exceptionnelles. Donc à voir, je sais pas, pour l'instant j'essaie de voir un petit peu en termes de surprise. Shaun le Mouton, le film, La Ferme contre-attaque, qui est la suite du premier, qui était pas trop mal, qui était sorti en 2016 je crois. Top motion, donc fait par les créateurs de Wallace et Gromit et de Chicken Run. Pareil, ouais, un film... J'avais beaucoup aimé Shaun le Mouton, et je pense que celui-là, ça va être pareil, ça va être un gros délire en plus sur les extraterrestres. Donc ouais, et dernier film qui sort en mois d'octobre qui peut être intéressant, c'est Dr. Sleep, de Mike Flanagan, qui est adapté de Dr. Sleep de Stephen King. Et qui fait suite, en fait, c'est un livre qui fait suite à Shining. Danny, qui est dans le premier, qui est le gosse, qui fait Danny. Là, Dr. Sleep, en fait, c'est lui 30 ans plus tard, ou 40 ans plus tard, je crois. Et il est joué par Ewan McGregor. Et voilà, donc je pense pour le cinéma, du moins pour octobre 2019, le cinéma, on a fait le tour, mais c'est pas mal. Franchement, ça va être un mois assez intéressant. Et niveau jeux vidéo, alors j'ai deux recommandations. Je suis mis cet été à Control de Remedy Entertainment, qui est sur PC, PS4 et Xbox One, qui est un jeu développé donc par Remedy Entertainment, créateur des deux premiers Max Payne. Alan Wake, ce sont quand même des jeux incroyables. C'est un TPS, donc un third person shooter, dans caméra à la troisième personne. Vous baladez dans un sorte de FBI bis, un petit peu. Et en fait, il y a un incident qui fait que des monstres venant d'une autre dimension en fait sont venus posséder des humains de là, et ils ont ouvert un portail qu'ils auraient pas dû, un peu comme Doom hein, finalement. Vous arrivez dans un monde très étrange déjà avec des personnages qui contrôlent cet FBI bis qui sont déjà très étranges également, hein, qui sont un peu particuliers. L'héroïne principale qui cherche en fait son frère qui est enfermé dans ce labo. Et il y a plein de clins d'œil à tout ce qu'on aime quoi. Il y a des clins d'œil à Twin Peaks, c'est toute une mission en fait, c'est Twin Peaks
par rapport à la chambre rouge en fait où il parle à l'envers. Il y a toute une mission qui est comme ça, qui est vraiment excellente. Le jeu, c'est entre un semi-exploration, semi-Metroidvania, avec des scènes d'action, enfin des moments d'action très très bonnes. Le gameplay est vraiment sympa. En fait, vous avez des pouvoirs télékinésiques. En fait, vous envoyez des éléments du décor dans la gueule des mecs, vous tirez. C'est super sympa, c'est bien. Le graphisme et le moteur physique est impressionnant parce que quand vous envoyez une chaise et tout, le mec il vole selon ce que vous envoyez dans la gueule, en fait, la puissance de l'envoi est diminuée ou a augmenté. Les particules sont trop bien faites. Enfin, c'est vraiment un jeu assez impressionnant et un jeu vraiment bien, quoi. C'est vraiment un des meilleurs jeux de l'année, quoi. C'est exceptionnel contre eux. L'autre jeu que j'ai joué qui était vraiment cool. Alors, c'est un jeu qui était en alpha. C'est Wreckfest. Alors, Wreckfest, c'est un jeu de course développé par les mecs qui ont fait les Flatout. C'est en gros Wreckfest. Si je devais un petit peu le résumer assez rapidement, c'est un jeu de bagnole mélangeant Colin McRae Dirt 2 et des éléments de Destruction Derby. C'est un jeu complètement con mais qui est plutôt assez efficace en fait. C'est un jeu en fait qui multiplie les différentes épreuves entre courses traditionnelles, courses de rallye et Destruction Derby en fait. Et c'est un jeu vraiment sympa, fun, un petit peu arcade dans les contrôles tout en essayant de garder un truc simulation. Vous pouvez changer un petit peu les transmissions, les façons dont votre véhicule va gérer un petit peu avec la terre, le terrain, vous changez les pneus, c'est vraiment sympathique, quoi. C'est sur PC, PS4, Xbox One, vers 30-40 euros. C'est vraiment très très bon, l'Argus est vraiment bon sur le prix. Et je vous conseille de le jouer parce que c'est vraiment un jeu de course vraiment fun. Franchement, j'ai beaucoup aimé moi. C'est un peu, ça a le charme de jeu un peu mal fini, mal fagoté, mais avec une idée en fait qui est assez intéressante. Généralement pour les jeux, moi les meilleurs jeux vidéo c'est pas forcément la finition, hein, c'est ceux qui ont une idée. Là on a vraiment une sorte d'idée, un gameplay qui est vraiment sympa et pas de prise de tête. C'est très très sympa à jouer, quoi. Et j'ai noté 2 sorties importantes entre guillemets. Dans les entre guillemets je dirais Call of Duty Modern Warfare. Plutôt fan plutôt de Battlefield, mais j'aime bien Call of Duty quand même pour surtout son solo qui est généralement un solo complètement abusé avec une sorte de rail coaster. Enfin, c'est vraiment un truc où c'est popcorn, quoi. T'avances, tu tires, il se passe des trucs complètement dingues. Là où ça devient un peu pénible, c'est qu'ils essayent de faire un espèce de jeu en mettant en avant les horreurs de la guerre, en utilisant le phosphore comme principal argument, en disant bah vous voyez la guerre c'est moche, regardez quand on utilise le phosphore les gens brûlent. Et l'autre jeu intéressant là c'est The Outer World de Obsidian Entertainment. The Outer World c'est un jeu de RPG et que j'attends beaucoup parce que c'est fait par Obsidian, et Obsidian c'est les mecs qui ont fait Alpha Protocol, un jeu de 2010 très culte en fait, bah pareil comme Warflex, un jeu mal fini mais avec une idée de gameplay qui était vraiment exceptionnelle. C'est vraiment l'intérêt de jouer un James Bond sans le côté manichéen, quoi, qui est vraiment sombre en fait, parce que vous pouvez faire des saloperies tout en essayant de sauver le monde, quoi. Ils avaient fait aussi Fallout New Vegas qui est le meilleur Fallout en fait, concrètement, qui était sorti en 2011 je crois, si je dis pas de conneries, ou en 2010 je sais pas. C'est un jeu exceptionnel ce jeu, putain, moche mais putain il y avait un truc, quoi. Je pense que The Outer World va reprendre un petit peu cet aspect en fait entre action, loot, exploration et dialogue ficelé en fait pour voilà. Je crois que le jeu en fait c'est un petit peu comme Rage. On sort d'une hibernation, un peu comme Fallout en fait, hein. Vous sortez d'une hibernation, vous êtes là, putain le monde a changé, quoi. Vous essayez de survivre, essayez de vous faire une place en fait dans ce monde. Et c'est ce genre de RPG moi que j'aime beaucoup, que je retrouve plus dans les Fallout parce que c'est de la merde, c'est mal écrit. Et là, The Outer Worlds, qui est fait par Obsidian Interactive, qui ont vraiment des écrivains d'enfoirés, c'est vraiment des écrivains exceptionnels. Là, je pense qu'il y a moyen d'avoir un jeu de malade, de ouf, quoi. Et c'est la fin. This is the end of la virgule, you know. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast avec un commentaire si vous voulez, il n'y a pas de problème. hervéturfur@gmail.com pour envoyer vos critiques, vos courriers des lecteurs, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre, vos réactions, hein. On essaiera de faire de la virgule, essayer de faire avec des courriers de lecteurs, essayer de faire un truc un peu nouveau, un peu sympa. Twitter, Facebook, Instagram, Retour vers le Turfu pour nous retrouver directement sur les réseaux sociaux, retourverleturfu.com pour retrouver tous les épisodes de début de la fin et de Retour vers le Turfu. Je vous dis à bientôt pour le RVLT 44. Bisous et cultivez-vous, bordel de merde. Allez, ciao. On trial.